Je vous communique tout d'abord les proclamations. Donc, Madame Marmé en faveur de Madame Ordenel, Madame Blavard en faveur de Monsieur Fink, Monsieur Jean-Yves Ordener en faveur de Monsieur Bruno d'Antonio et Madame Alexis Laure en faveur de personne. Non, c'est moi. Ah, il n'y a pas de nom. On va bien, je vois. Bien, avant de démarrer, je vous propose de nous lever pour respecter les minutes de silence. Je vous remercie. Bien, nous commençons par l'approbation du procès-verbal du Conseil municipal du 14 février 2017. Qui s'oppose à cette approbation? Personne. Qui s'abstient? 2 abstentions. Monsieur Reichler, voilà, on fait ça les documents.
Mais il reste pas. Ici, ils veulent pas être titulaires, comme ça me permet de. C'est pas responsable, hein. C'est une transition. Bien, nous poursuivons par les communications. J'ai eu l'honneur de porter à votre connaissance les remerciements des familles suite aux condoléances adressées à l'occasion du décès de M. René Burger et de M. Beno Niezielski, qui était un ami de notre commune, qui a participé, tant que sa santé le lui permettait, à des manifestations patriotiques et qui a été un authentique héros de la Seconde Guerre mondiale, puisqu'il était pilote dans la RAF et qu'il a été décoré en Angleterre de la Military Cross. Donc c'est une distinction tout à fait exceptionnelle. Les remerciements de la paroisse protestante pour le soutien indéfectible accordé régulièrement par la commune, prêt de chapiteaux, minibus, entretien des locaux, participation de la municipalité aux manifestations, rénovation de la salle de bain du presbytère par les services techniques. Il faut le souligner. Voilà. Et nous commençons par le point numéro 1. Délibération s'opposant au transfert de compétences PLU à la communauté de communes Aglo, Saint-Avold, Saint-Fromoselon. Je passe la parole à M. Muller. Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 5214-16 et 5216-5, vu le Code de l'urbanisme et notamment ses articles L 151-1 et suivants, vu la loi numéro 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, ALUR, notamment son article 136. Considérant que la loi ALUR a posé le principe du transfert automatique aux communautés de communes et aux communautés d'agglomération à compter du 27 mars 2017, de la compétence des communes en matière de plan local, d'urbanisme et de carte communale. Considérant que l'article 136 de la même loi prévoit toutefois que les communautés de communes et les communautés d'agglomération créées avant le 26 mars 2014, ce transfert de compétences n'interviendra pas si, dans les 3 mois précédant le 26 mars 2017, au moins 25% des communes représentant au moins 20% de la population s'y opposent. Considérant que le plan local d'urbanisme ou la carte communale détermine des éléments fondamentaux de la vie des habitants de la commune, équipement, logement, commerce, constructibilité des terrains, et qu'il est essentiel pour l'avenir de la commune que le conseil municipal conserve sa compétence dans ce domaine. Considérant en outre que les orientations générales nécessitant une coordination intercommunale sont précisées ou pourront en tant que besoin être précisées par un schéma de cohérence territoriale à l'échelle de la communauté et qu'il appartient au conseil municipal de définir dans le cadre du plan local d'urbanisme les règles détaillées applicables à la commune. Il est proposé au conseil municipal de s'opposer, comme le lui autorise l'article 136 de la loi numéro 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et à l'urbanisme rénové au transfert de la compétence PLU à la communauté de communes Aglo, Saint-Avold, Saint-Moselon. Présente délibération sera adressée au préfet et à la communauté de communes Aglo, Saint-Avold, Saint-Moselon. Merci Charlie. Bon, je crois que la proposition est claire ici, c'est le refus de transférer donc la compétence urbanisme à la commune d'Aglo pour que la commune garde la main sur toutes les évolutions urbanistiques dans la commune. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions, je propose donc de passer au vote. Qui s'oppose à cette proposition? Personne. Qui s'abstient? Personne. Le point est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Le point numéro 2 concerne le remplacement d'un délégué
au conseil d'administration du CCAS et de l'association des personnes âgées de Caron-l'Hôpital, résidence Les Lys d'Or. Je passe la parole à Madame Ordalet. Le conseil municipal est informé qu'il convient de procéder au remplacement suite à son décès de Mme Jeannette Dietrich, membre titulaire nommée au conseil d'administration du CCAS et représentante titulaire du conseil d'administration, du centre communal d'action sociale au conseil d'administration de l'association des personnes âgées de Carlin-l'Hôpital, la résidence Les Lys d'Or. La candidature de Mme Claudine Henry est proposée. Voilà, je ne pense pas qu'il y ait de remarque particulière à faire, il me reste juste à valider si vous voulez bien. Qui s'oppose à cette proposition? Personne. Qui s'abstient? Personne. Le point est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Et nous arrivons au point numéro 3, modification du tableau des effectifs qui se décline en 2 points. Tout d'abord, avancement de grade. Pour permettre à plusieurs avancements de grade suite à l'avis favorable de la commission administrative paritaire du 9 février 2017, il est proposé de modifier le tableau des effectifs comme suit à compter du 1er avril 2017. Création de 3 postes d'adjoint technique principal de 2e classe à temps complet, des personnes qui étaient auparavant adjoint technique de 1re classe. Création d'un poste d'adjoint administratif principal de 2e classe à temps complet, anciennement adjoint administratif de 1re classe. Création d'un poste de rédacteur principal de 2e classe à temps complet. Voilà, ce sont des mesures totalement techniques. Qui s'oppose à ces avancements de grade? Personne. Qui s'abstient? Personne. Le point est adopté à l'unanimité. Ensuite, reclassement. Conformément à la réforme du statut des fonctionnaires territoriaux prévue par les décrets numéro 2016-596 du 12 mai relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de la catégorie C de la fonction publique territoriale, applicable au 1er janvier 2017 et numéro 2016-1372 du 12-10-2016 modifiant pour la fonction publique territoriale certaines dispositions générales relatives aux fonctionnaires de catégorie C et divers statuts particuliers de cadre d'emploi de fonctionnaires de catégorie C et B applicables au 1er janvier 2017, il convient d'adapter le tableau des effectifs du personnel de la collectivité en transformant les emplois existants pour tenir compte des nouveaux grades. Voilà, c'est simplement l'adoption du tableau général qui sera modifié en fonction de la décision que nous avons prise tout à l'heure. Bien, qui s'oppose à cette adoption? Personne. Qui s'abstient? Personne. Le point est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Et nous en arrivons au point numéro 4, renouvellement d'un poste de contractuel de catégorie A au service des finances. Je passe la parole à Mme Rouf. En délibération en date du 21 mars 2012, le conseil municipal a décidé de créer un emploi contractuel de responsable des finances à temps complet à compter du 1er avril 2012 pour une durée de 1 an. En délibération en date du 25 mars 2013, le conseil municipal a décidé de renouveler cet emploi pour une durée de 2 ans. En délibération en date du 4 mars 2015, le conseil municipal a décidé de renouveler cet emploi pour une durée de 2 ans. Il est rappelé que cet emploi est pourvu, faute de candidature d'un fonctionnaire titulaire répondant aux besoins du service, par un agent non titulaire dont les fonctions relèvent de la catégorie A dans les conditions de l'alinéa 5, paragraphe 2, de l'article 3 de la loi numéro 84-53 du 26 janvier 84, concernant les emplois du niveau de la catégorie A lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. La rémunération est calculée par référence à la grille indiciaire correspondant au grade d'attaché sur la base de l'indice brut 500, échelon 5, l'intéressé bénéficiant en outre du régime indemnitaire. Il est proposé au conseil municipal de renouveler ce contrat pour une durée d'1 an. Voilà. Des questions? Voilà, donc il s'agit de Fatima, il faut préciser, et donc nous renouvelons pour 1 an seulement, parce que l'année prochaine, il faudra qu'on choisisse entre le non-renouvellement ou la titularisation. Voilà. Donc, nous allons encore réfléchir, Fatima, pendant 1 an à ce que nous allons faire. Voilà, qui est contre ce renouvellement? Personne. Qui s'abstient? Personne. Le point est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Le point numéro 5 concerne un détachement sur emploi fonctionnel.
Le conseil municipal est appelé à se prononcer sur le recrutement d'un agent en détachement sur emploi fonctionnel de DGS, directeur général des services, à compter du 1er juin 2017. Bon, vous savez que nous n'avons pas renouvelé le contrat de notre ancien DGS depuis avril 2016. Et nous poursuivons évidemment notre politique d'abaissement de la charge de personnel lorsque c'est possible. Malheureusement, Véronique Déninger fait valoir ses droits à la retraite. J'ai bien dit malheureusement, elle va beaucoup nous manquer, à partir du mois de juillet sans doute, fin juin. Et donc, de toute façon, il aurait fallu la remplacer. Et donc, nous avons pensé qu'il était plus judicieux de recruter un directeur général des services qui fera son travail de directeur et une partie du travail que faisait Véronique. Donc, si vous voulez, c'est à charge financière égale, à peu près, un petit peu plus peut-être. Et donc voilà, c'est le choix que nous avons fait. Nous vous proposons donc d'autoriser ce détachement. C'est quelqu'un qui est actuellement à la région, qui est jeune, et qui donc accepte de ce détachement. Ça veut dire que c'est un détachement d'1 an. Si au bout d'1 an il s'avère que on ne s'entend pas, ça ne fonctionne pas bien, eh bien il pourra retourner dans sa collectivité d'origine. Voilà. Donc c'est quelque chose qui est relativement confortable pour nous surtout, et puis pour lui aussi. Voilà. Des questions? Pas de questions, je propose donc de passer au vote. Qui s'oppose à cette proposition? Personne. Qui s'abstient? Personne. Le point est adopté à l'unanimité. Nous en arrivons au point 6, revalorisation de la rémunération d'un agent contractuel en contrat à durée indéterminée. Vu le décret du 15 février 88 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 84 modifiée portant disposition statutaire relative à la fonction publique territoriale et relative aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, notamment son article 1-2, qui prévoit que la rémunération des agents contractuels sous contrat à durée indéterminée fait l'objet d'un réexamen au moins tous les 3 ans. Il est proposé de réévaluer la rémunération d'un agent contractuel à compter du 1er avril 2017. Donc là encore, c'est une disposition simplement technique. Qui s'oppose à cette revalorisation? Personne. Qui s'abstient? Personne. Le point est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Le point 7 concerne la transformation de postes consécutifs à une demande d'intégration directe. Je passe la parole à Gilbert Barrière. À la suite de la demande d'un agent technique travaillant actuellement au service des sports et exerçant les fonctions d'éducateur sportif dans les écoles, d'intégrer la filière sportive et conformément à la circulaire du 19/11/2009 concernant les modalités d'application de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et au parcours professionnel dans la fonction publique, il est proposé de nommer à compter du 1er avril 2017 cet agent sur le poste d'opérateur des activités physiques et sportives, poste déjà créé, et de supprimer un poste de cadre d'emploi des adjoints techniques. Le CAP, en date du 9 février 2017, a émis un avis favorable. Voilà, donc il s'agit de quelqu'un qui était adjoint technique, mais qui exerce chez nous depuis qu'il est là des activités sportives. Pour rien vous cacher, c'est l'entraîneur du judo. Et il va donc rentrer dans le cadre d'emploi qui correspond exactement à son activité, ce qui n'était pas le cas auparavant. Le poste existe par ce marché, donc il n'y a aucun problème. Voilà, là. Bien, nous proposons de passer au vote. Qui s'oppose à cette proposition? Personne. Qui s'abstient? Personne. Le point est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Nous en arrivons au point 8, dotation d'équipement des territoires ruraux. Alors, on vous a transmis un tableau qui comporte quelques petites erreurs. Alors, on va distribuer le tableau rectifié.
Pousse, t'as un coup de main, je dis, c'est quand on connaît quand t'es en épaisseur, ça suffisait. Voilà, ça y est, chacun a eu son document. Donc je passe la parole à Madame Beuglet. Alors, il a été décidé de solliciter l'État au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux sur les 3 projets suivants. Premier équipement informatique des écoles, aménagement d'aires de jeu maternelle Bois-Richard et Cité-Colline, travaux d'accessibilité sur 4 bâtiments. Il est proposé au conseil municipal d'approuver les plans prévisionnels de financement de ces 3 projets. Dans le cadre du premier équipement informatique des écoles, donc une subvention de 25 000 € a été proposée à la DETR, 15 000 € au fonds FEDER, il s'agit des fonds européens, 10 000 € la ville de l'hôpital, pour un total de 50 000 €. En ce qui concerne l'aménagement d'aires de jeu maternelle Bois-Richard et Cité-Colline, dans le cadre de la DETR, une subvention de 37 500 € a été demandée. La ville de l'hôpital investirait 37 500 € également, pour un total de 75 000 €. Et dans le cadre des travaux d'accessibilité sur 4 bâtiments publics, dans le cadre de la DETR, 60 000 € de subvention ont été demandés. La ville de l'hôpital investirait 60 000 € pour un total de 120 000 €. Voilà, merci Patricia. Donc l'équipement informatique des écoles, c'est quelque chose qui est important, ça existe déjà, mais c'est devenu relativement vétus. Les progrès, vous savez, dans le domaine informatique sont tellement impressionnants et rapides qu'il convient maintenant d'équiper les écoles de matériel performant. Concernant les aires de jeu, donc il s'agit de l'aire de jeu qui existe actuellement à Colline, mais qu'on souhaite remplacer par un équipement neuf, plus moderne, avec sur un support mousse, comme on fait aujourd'hui, pour la sécurité des enfants, avec une clôture pour empêcher les chiens, déjà, je ne suis pas sûr, mais en tout cas les chiens, de rentrer dans l'aire de jeu. Et je crois que c'est quelque chose qui est attendu depuis un certain temps déjà à Cité-Colline. Et concernant l'autre équipement de jeu, il s'agit d'équiper la cour de la maternelle de l'école Bois-Richard. Et enfin, les travaux d'accessibilité sur 4 bâtiments, on va en parler au point suivant, puisque c'est l'objet du point numéro 9. Voilà, des questions? Oui? Ouais, moi je voudrais savoir pourquoi on ne récupère pas l'aire de jeu qui est à Hazelbourg, parce qu'elle est encore au bon état et puis elle va finir par pourrir là-bas. Voilà, on va demander attends. Je vais demander à M. Muller de répondre. C'est des jeux qui sont depuis des années là-bas. Alors si tu veux le démonter, d'abord il faut le démonter, tu le démontes, tu peux le mettre chez toi dans le jardin, je crois qu'un couple va te faire cadeau. On ne peut plus rien faire avec. Ils ont l'air assez en bon état, hein. Il faut les prendre, alors, on donne gratuitement. Nous, L'idée est bonne, je l'avais L'idée est bonne. moi-même proposée, mais ils se sont rendus sur place et effectivement. il y a Veritas qui est passé depuis 2 ans, et 2 ans, il va interdire que Ouais, non. Non, mais visuellement, elle était encore en bon état, c'est pour ça que je me demande pourquoi on la laisse pourrir, quoi, hein. Bien, voilà. Très bien. D'autres questions? Oui? J'espère juste que c'est un peu les mêmes financements que l'an dernier pour l'histoire du tennis, l'aménagement du tennis, qui aurait dû être fait à la piscine. C'est les mêmes financements. Oui. Autres, mais c'est sur le même principe. Financement Voilà. d'État. C'est le même principe. Donc si on n'a pas ces subventions d'État, ça ne se réalisera pas. Ou il y aura de nouveau comme l'an dernier, on a sacrifié l'aménagement de la piscine pour prendre les sous et pour pouvoir faire l'aménagement du tennis. Voilà. On fera le même système, le cas échéant, si On verra, pour l'instant. on a l'argent. Première étape. Ouais, Première étape, on est là. L'État a débloqué plus d'argent que l'an dernier pour ces équipements. Et en tout cas, tout ce qui est informatique, c'est absolument prioritaire. Les aires de jeu, c'est prioritaire aussi. Et bien sûr, l'accessibilité, c'est prioritaire aussi. Alors on espère qu'on obtiendra ce qu'on a demandé. Hein. Voilà. Qui s'oppose à ces aménagements? Personne? Qui s'abstient? Personne? Le point est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Nous
Nous arrivons au point numéro 9, agenda d'accessibilité. Je vous fais grâce de la lecture de tous les décrets, les arrêtés, les ordonnances, etc. Comme vous le savez, donc, les collectivités sont dans l'obligation de transformer les bâtiments et de les rendre conformes aux différents handicaps qui existent, à savoir, ils sont nombre de 4 identifiés en tout cas pour les modifications. Il s'agit de handicap visuel, handicap auditif, de handicap cognitif, donc tout ce qui touche la réflexion, le cerveau, et bien sûr le plus lourd, c'est le handicap moteur. Donc, les services techniques et Charlie en particulier ont pris contact avec un organisme qui a fait le diagnostic de tout ce qu'il fallait réaliser dans l'ensemble des bâtiments. La commune dispose de 22 bâtiments. Aucun, à ce jour, n'est parfaitement conforme, mais donc, si on peut avoir l'impression que certains le sont presque, ne serait-ce qu'à cause de l'absence de signalétique. Parce que ça, c'est quelque chose qui rentre complètement dans les projets. Alors, le document, on ne vous l'a pas donné parce qu'il est volumineux, mais il est là pour ceux qui veulent le consulter. Il n'y a pas de problème. Donc, le résultat de ce travail, vous l'avez sur le document qui vous a été transmis lors de la convocation du conseil municipal. Vous avez vu les bâtiments, vous avez le montant total, 757 534 €. Ensuite, il a fallu établir un échéancier, un agenda d'accessibilité programmée, qu'on vous a fait parvenir, je pense que tout le monde l'a eu, et qui contient simplement la répartition de cette somme sur 6 années, puisque c'est une possibilité qui est offerte. Alors vous divisez 750 000 par 6, et vous trouvez à peu près 130 000 € par an en moyenne. Alors, on ne sera pas obligé de tout faire complètement. On aura un document à faire parvenir à la préfecture après ce conseil municipal, dans lequel il faudra qu'on explique un petit peu notre stratégie. On peut, par exemple, imaginer que si l'école Colline est faite entièrement, c'est-à-dire pour les 4 handicaps que j'ai indiqués, on ne sera pas obligé de faire l'intégralité de la demande pour les autres écoles, dans l'immédiat. On peut se contenter de la signalétique, simplement. Même chose pour les gymnases, même chose pour les salles communales, et c'est la raison pour laquelle on a réparti ça un petit peu sur la durée des 6 années, mais vous voyez que ce sont des sommes quand même pour chaque année qui sont conséquentes. Et on espère aussi là que nous aurons des aides. D'ailleurs, vous avez ici, pour 2017, vous voyez, École Colline, Maternelle Bois Richard, Salle de Temple, foyer Gaston Berne, donc les équipements qui sont régulièrement utilisés par un grand nombre de personnes. Et on espère donc, dans le cadre de la DETR, ou la émetteur, obtenir une aide de l'État. Ça fait partie actuellement des choses qu'il faut faire, que toutes les communes sont dans l'obligation de faire. Voilà, il y a des questions? Oui? Oui, ça fait quand même longtemps qu'on sait qu'on doit faire les accessibilités sur les bâtiments publics et tout ça. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas anticipé? Parce que là, tous les 6 mois, ça change. non, mais là, on arrive quand même au moment où on est vraiment obligé de le faire. À un moment donné, à un moment donné, on est assez dans les normes. Et comme ça change tous les 6 mois, maintenant, on n'est plus dans les normes. Ben, quand on aura fini les 6 années, on sera déjà peut-être plus dans les normes non plus. Tout à fait. On pose des questions. On a, il y a quelques années, rendu accessible une classe au rez-de-chaussée de l'école de Colline pour répondre à ces conditions. Bon, apparemment, maintenant, ça ne suffit plus. Mais c'est tous les établissements recevant du public, je suis bien placé pour en parler, tous les ans, il y a un contrôle technique, et tous les ans, il y a des changements à faire. Tous les ans, il y a de nouvelles normes, et ça coûte à chaque fois un maximum d'argent. Voilà, je rappelle que depuis 2012, nous sommes pris à la gorge par la baisse de la dotation, et à un moment donné, on était content déjà de pouvoir fonctionner. Alors c'est sûr que ce qu'on n'est pas obligé de faire, on ne le faisait pas et on n'est pas la seule commune. Dans ce cas, c'est la situation de toutes les communes, et c'est comme personne ne le faisait, qu'à un moment donné, c'est la contrainte de la loi qui s'applique maintenant à tout le monde. Voilà. Mais on a par exemple l'escalier qui mène au premier étage où la musique fait son traitement, et pour la bibliothèque, a été fait dans ce cadre-là. Le plan incliné d'accès pour
la mairie pour le bureau de vote et le rez-de-chaussée ont été faits. Pas dire qu'on n'a rien fait. Simplement, les normes vont crescendo et voilà. Et en plus, c'est nouveau. Oui, et puis la signalétique visuelle auditive, c'est des choses qui n'étaient pas. Les nez de marche, tous ces trucs-là n'étaient pas obligatoires il y a quelques années. Il faut préciser aussi, c'est qu'une certaine partie des travaux, on ne sait pas quelle proportion, pourra être réalisée directement par nos services techniques, quand ils sont en mesure de le faire. Et pour compléter ce que tu viens de dire, on a eu le cas une fois d'une élève handicapée à l'école Cité-Colline, et la solution qu'on a trouvée, c'est d'aménager une salle accessible au rez-de-chaussée, et au lieu que la classe change d'étage, c'est la classe qui est descendue au niveau où était la gamine. Donc elle est toujours restée dans cette même salle, même quand elle change de classe. Voilà. Et par exemple, si par exemple on fait des travaux d'accessibilité à l'école Pauline, dans sa totalité, ça veut dire qu'après l'école du centre, on aura juste besoin de faire la signalétique. Donc ça coûtera moins cher, 47 000 €. Oui, absolument. Ah d'accord, c'est dans ce sens. Voilà, bien, je propose de passer au vote. Qui s'oppose à cette proposition d'agenda d'accessibilité? Personne. Qui s'abstient? Personne. Le point est adopté à l'unanimité. Et nous arrivons au point numéro 10, le débat d'orientation budgétaire, et je passe la parole à Valentine. Mais donc les communes de plus de 3500 habitants ont, vous le savez, depuis plusieurs années maintenant l'obligation de présenter chaque année un rapport d'orientation budgétaire qui porte sur les orientations budgétaires de l'exercice, les engagements pluriannuels ainsi que la structure et la gestion de la dette. Ce rapport annuel devra être transmis aux représentants de l'État, donc en préfecture, ainsi qu'au président de l'établissement public de coopération intercommunale, c'est-à-dire au président de la communauté de communes. Ce projet budgétaire, ce débat d'orientation budgétaire s'inscrit dans un cadre économique, macroéconomique, zone euro, économique, zone concernant la France. Je n'ai pas envie de vous infliger la lecture de ces éléments que vous avez là, puisque ça ne vous concerne pas directement, c'est le reflet de la politique nationale, vous l'aurez compris. Et donc je reprends simplement aux incidences du projet de loi de finances 2017 pour les collectivités. Donc c'est en bas de la page. La contexture générale du projet de loi de finances 2017 reprend largement le triptyque qui structurait les lois de finances pour 2015 et 2016, avec ces trois volets désormais devenus coutumiers. Baisse des dotations, on n'aurait pas d'en parler, bien que diminuée de moitié pour le bloc communal pour 2017, elle continuera encore de peser sur les finances des collectivités locales. Soutien de l'État à l'investissement local, il est à nouveau renforcé avec la prolongation et l'augmentation du fonds de soutien à l'investissement local. L'objectif reste de s'assurer que les économies mises en œuvre par les collectivités locales portent en priorité sur les dépenses de fonctionnement et non sur les dépenses d'investissement. Je ferai des commentaires tout à l'heure, mais vous le verrez dans le rapport chiffré qui concerne notre commune, on va tout à fait dans ce sens. Renforcement de la péréquation avec une progression et des adaptations techniques pour atténuer les effets de la baisse de la dotation globale de fonctionnement sur les collectivités les plus fragiles, en attendant une réforme globale finalement reportée au même titre que celle de la DGF. Les concours financiers de l'État aux collectivités. Les concours de l'État aux collectivités territoriales sont très majoritairement financés par l'intermédiaire de prélèvements sur recettes. C'est assez cocasse, mais c'est vrai que la baisse de la dotation a pour effet, ça tout dépend de quel côté on se place, l'État annonce en tous les cas qu'il s'engage davantage auprès des collectivités, mais en prenant à d'autres collectivités. C'est clairement le reflet. Donc cette somme était évaluée à 47,9 milliards d'euros pour 2017. La baisse de 3,1 milliards d'euros du montant découle de l'effort demandé aux collectivités pour le redressement des finances publiques. Cette diminution se manifeste principalement
par la baisse de la dotation globale de fonctionnement de 2,63 milliards d'euros correspondant à la dernière tranche de contribution au redressement des finances publiques. Le montant de la DGF pour l'année 2017 est fixé à 30,86 milliards d'euros contre 33,22 milliards d'euros en 2016. Cette baisse de 7,1% correspond à 1,33% des recettes réelles de fonctionnement des collectivités. La minoration de 2,63 milliards d'euros de dotation globale de fonctionnement au titre du redressement des comptes publics correspondra donc à une perte de 725 millions d'euros pour les communes. La péréquation, la réforme des dotations de péréquation adoptée en 2016 sera poursuivie en 2017 avec l'intégration de 317 millions d'euros au sein de la dotation globale de fonctionnement, dont 180 millions au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et 117 millions pour la dotation de solidarité rurale. La péréquation horizontale prévue en loi de finances 2012 à travers le fonds de péréquation intercommunale et communale se poursuivra en 2017. Ce fonds assure une redistribution des ressources des ensembles intercommunaux les plus favorisés vers les plus défavorisés. Là aussi, si vous vous souvenez des analyses qu'on a fait les années précédentes et cette année s'étendant à même, la commune de l'hôpital participe, alors qu'elle est lourdement grevée par la baisse de la dotation globale, on est également lourdement taxé, ça va un peu s'améliorer cette année, par cette loi de péréquation. L'objectif à atteindre en 2017, une péréquation correspondant à 2% des ressources du bloc communal, soit 1,15 milliard d'euros, a été repoussé. Le montant du fonds de péréquation pour 2017 correspond à celui de 2016, 1 milliard d'euros. Soutien à l'investissement public local, l'article 60 du PLF comprend plusieurs volets pour renforcer le soutien de l'État à l'investissement local, augmentation du fonds et pérennisation de la dotation de soutien à l'investissement local. Le fonds de soutien à l'investissement local, le FSIL, est de 1,2 milliard en 2017. 600 millions pour le soutien de l'investissement local, dont 450 millions à destination des communes et EPCI pour les grands projets d'investissement, transition énergétique, mise aux normes de sécurisation des équipements publics, développement numérique. 600 millions dédiés au développement des territoires ruraux. Les recettes fiscales, une faible revalorisation des bases fiscales. Comme chaque année, les revalorisations des bases de fiscalité directe locale sont introduites par amendement. Le taux retenu est de 0,4% en 2017, il était de 1% en 2016. À partir de 2018, la revalorisation sera définie en fonction de l'inflation constatée et non de l'inflation prévisionnelle. Donc tout ça, c'est le cadre national qui s'oppose à nous. La page suivante devient d'un seul coup plus imagée et plus compréhensible puisqu'elle est à l'échelon de notre commune. Et donc, afin d'éclairer le débat sur les orientations budgétaires 2017, il convient de porter un regard sur l'évolution de la structure budgétaire de la collectivité à travers une rétrospective de l'exécution de la section de fonctionnement. Alors, vous avez le premier tableau, je ne sais pas si vous êtes tous routiers, enfin, il y a des toutes petites coquilles qui sont glissées, ça ne porte pas à conséquence. Mais je vous les signale si vous voulez en prendre note. Donc, dans la ligne dépenses de fonctionnement, en bleu, la première ligne en bleu dans le tableau, deuxième colonne, donc le compte administratif 2014, au lieu de lire 5 328 000, vous lisez 5 329 000, la différence de 1000. Au global, vous constaterez quand même qu'il y a une évolution qui va vers la baisse, donc une réduction,
une variation de moins 7,27% sur les dépenses de fonctionnement. Donc c'est conforme à ce qu'on avait annoncé et ce qui nous est rendu opposable par la baisse des dotations. Deuxième ligne, charge à caractère général, toujours dans la même colonne, au lieu de lire 1 360, je ne sais plus, et 11 000, c'est 372 000, donc le 1000 de différence se reporte là. Et vous constaterez également que dans les charges à caractère général, eh bien, la courbe suit la baisse et on enregistre donc une minoration de 4,05%. Frais de personnel, pas de changement, juste à constater qu'on est dans la même optique en raison des départs à la retraite ou des décès et des non-remplacements, ce que M. le maire disait tout à l'heure, on est à moins 5,97%. Charges de gestion courante, pareil, avec les économies qu'on a pu faire ici et là, on a voté encore pas très longtemps le renouvellement de l'opération économie d'énergie dans l'éclairage public. Ça, plus autre chose, on est à moins 8,80%. Charges financières, alors, sur le compte administratif 2015, il y a également une petite modification, troisième colonne, donc 226 000 au lieu de... J'ai tellement bien corrigé que je ne vois plus le chiffre. Mais charges financières, donc c'est conséquent, moins 18,97%. Recettes de fonctionnement, on est, ça c'est les dotations, on est à moins 3,63%. Produits du domaine, moins 16%. Il y a juste impôts et taxes qui sont restés, qui sont en augmentation, pour les raisons que vous savez, on a modifié l'an dernier les règles sur les abattements, mais on va en reparler. Dotation subvention, moins 21%. Dotation globale de fonctionnement, moins 37,39%. Alors, dans le total de la... Forcément, puisqu'on a modifié 2 fois, dans le total du compte administratif 2014, il faut lire 63 000 €. Et donc, dans le 246 000, ça devient aussi, forcément, dans le compte administratif 2015, le total est modifié également, puisqu'il y a une modification de... Non. En bas, non. Bon. Donc, il n'y a pas de modification. Je ne sais pas si vous vous souvenez, l'année dernière, au moment du débat d'orientation budgétaire, on voyait ce tableau-là avec ces courbes et on s'est dit qu'on ne pourrait probablement pas éviter la collision, ce qui aurait été néfaste, puisque quand les dépenses deviennent supérieures aux recettes, à un moment donné, ça ne va plus. Donc cette année... Pas l'an dernier, 2014. Oui. 2014. Oui, mais bon, l'écart... partir là... je pense que les courbes s'éloignant de nouveau, on a toute raison pas de crier victoire, mais on va quand même dans le bon sens. Voilà, la rétrospective financière 2013-2017 fait apparaître une amélioration de la santé financière de la commune. 2016 marque ainsi le passage sous la barre des 5 millions d'euros en dépenses de fonctionnement. Cette situation a permis l'obtention d'un résultat positif de 418 000 €. Différentes mesures ont contribué à l'accroissement de la capacité d'autofinancement, à savoir la maîtrise des dépenses courantes, la baisse des charges du personnel, mais aussi une gestion plus active des recettes. Notamment, je répète, l'optimisation de la taxe foncière et la politique sur la suppression des abattements. Les recettes en constante baisse depuis 2011. La ville a décidé d'amoindrir les effets de la baisse de la DGF par la réduction de l'abattement général. Oui.
L'endettement, un endettement de la commune maîtrisé et sécurisé. Vous avez la courbe de la baisse de l'endettement qui est plutôt rassurante aussi, d'autant plus qu'au 31/12/2016, l'encours de la dette du budget principal était de 4 696 000 € avec une structure de dette saine, à savoir que 100% des emprunts en cours sont en catégorie 1A de la classe Gisler, qui est celui qui dénote un niveau supérieur de sûreté. La baisse de l'encours se poursuivra en 2017 avec l'extinction de 3 emprunts. Les éléments de prospective budgétaire dans laquelle s'insère le budget 2017 de la ville. La gestion optimale des deniers publics est une ligne de conduite que la ville s'impose depuis de nombreuses années. Les actions seront renforcées en 2017, qui ont permis de réduire la dépense publique sans altérer la qualité des services à la population et à consolider l'autofinancement de la ville. Le fonctionnement. Comme il avait été indiqué, 2017 verra la poursuite de la baisse de la dotation globale de fonctionnement de 2,63 milliards d'euros au niveau national, et cette annonce ne restera bien évidemment pas sans incidence sur les finances de la ville. Pour maintenir un autofinancement constant, il a été décidé, après 16 ans de fiscalité constante, de revoir le taux d'imposition de la taxe d'habitation et de la taxe foncière. En relevant la taxe d'habitation de 5%, donc on passe de 21,37% à 22,44%, et la taxe foncière de 16,07% à 16,87%, 100 000 € de recettes fiscales supplémentaires sont attendus. Nous espérons que ceci nous permettra de compenser la perte de la dotation globale de fonctionnement que subit la ville depuis 2011. Par ailleurs, il a été décidé de mettre en place la taxe sur les logements vacants, qui aura pour objectif de rechercher des ressources nouvelles pour la ville, mais également de réduire le nombre de logements vacants. Les dépenses de fonctionnement resteront dans la même dynamique que 2016, à savoir la maîtrise des charges de personnel et des dépenses courantes. Les associations, si ça peut rassurer, puisque ces questions ont déjà été posées en ce sens, continueront à être soutenues dans les mêmes conditions qu'en 2016. Espérons quand même que la chute de la dotation ne soit pas plus importante que ce qu'on nous annonce pour l'instant. Notons que la fusion de la communauté de communes du Pays Nagoréen, ensemble industrialisé avec la communauté de communes du Centre Mosellan, entité rurale, a impacté positivement le calcul du fonds de péréquation. Selon la première estimation, la contribution de la ville pour 2017 pourrait être de 70 000 € contre 141 000 € en 2016. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. L'investissement général, la municipalité entend continuer à mener et à finaliser des efforts d'investissement pour une qualité de vie et une attractivité de la commune. Ainsi, malgré les contraintes budgétaires et les investissements se poursuivront en 2017. Pour mémoire, la poursuite des projets en cours, l'extension de l'impasse des sports qui a démarré, la réalisation de la maison de la petite enfance, l'entretien des bâtiments communaux, l'aménagement du tennis club, les travaux, ça c'est des choses qui ont déjà été entamées, qui sont en cours, et plus spécifiquement pour 2017, l'équipement informatique des écoles, on en a parlé tout à l'heure dans le cadre des demandes de financement, l'aménagement des aires de jeu de la cité Colline, maternelle et maternelle Bois-Richard, les travaux, première tranche de travaux d'accessibilité des bâtiments publics, et le lancement d'une étude sur la rénovation de la voirie. Le budget 2017 va s'inscrire dans un contexte national contraint qui nous amènera de nouveau à engager les services dans plus de rigueur de gestion et dans la recherche permanente de réduction de la dépense. Je vous en remercie.
vous avez bien compris comment ça fonctionne. Je crois que le débat de la rédaction budgétaire est là pour simplement indiquer dans quelle direction on souhaite aller. Il suffit de se reporter à la page 4 de voir le tableau, le graphique, la ligne rouge, la ligne bleue. Voilà ce qu'on va poursuivre, à savoir réduire davantage les dépenses et essayer, dans la mesure du possible, d'augmenter les recettes. Vous voyez que cette ligne est quasiment horizontale depuis 2014, donc la chute des recettes a été enrayée. Mais ce qui est positif, c'est que les dépenses baissent plus que les recettes ne baissent. Voilà, je crois que ça c'est important. Vous voyez la courbe également de la dette communale qui va encore s'accentuer à la fin de l'année, puisque, on vous l'a dit, il y a 3 emprunts qui vont s'éteindre. Et donc on peut être, si on continue à être aussi sérieux dans notre gestion, on peut être relativement optimiste pour les années à venir. On a pour l'instant réussi à enrayer ce qui nous a frappé de plein fouet, qui était la baisse considérable de la dotation globale. Puisque je rappelle qu'on était à 1,2 million en 2011 et qu'on est actuellement à, l'an dernier, 340 000. Oui, avec la péréquation. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Rachat avait demandé à intervenir dans le débat. Oui, donc je voudrais déjà demander, bon, je reprends la page qu'on était, lancement d'études de rénovation de voirie. C'est quoi? C'est l'étude de la poursuite de la rénovation de la rue de Carmin. Oui, comme vous l'avez annoncé au vu du maire, vous aviez dit que vous voulez faire l'étude, mais vous ne savez pas s'il y a les budgets. On fera l'étude, on lancera les demandes de subvention, et si on peut, on fera en 2018. Voilà, donc en fait, le prolongement de ce qui a été fait dans le bas de la rue de Carmin, l'enfouissement des réseaux, la rénovation des trottoirs, le remplacement des lampadaires, etc. Oui, parce que moi, je pense quand même que si on veut faire déjà une étude, parce qu'une étude coûte quand même de l'argent, il faudrait quand même qu'on sache si on est sûr d'avoir le budget après pour le faire. Bien sûr. Sinon, l'argent de l'étude est foutu en l'air, quoi. Hein. Oui, oui. Mais si on fait l'étude, si on fait pas l'étude, on ne le fera jamais. Oui, ça aussi. C'est la première étape, on est obligé de passer par là. Après, j'avais une question juste pour pourquoi l'évolution de la section de fonctionnement ne prend que 2013 à 2016. Pardon, je n'ai pas compris. L'évolution, la courbe, là. Oui. Pourquoi on prend comme référence ces deux dates-là, 2013-2016? Mais, monsieur Drachat, si vous avez écouté tout à l'heure ce qui a été lu par Renan, c'est la loi qui nous oblige, prenez la page 1, il a été écrit, le présent rapport de notation présentera 3 parties, le cadre d'élaboration du budget, la rétrospective budgétaire des années 2013 à 2016. C'est simplement l'application de la loi. Voilà. Et pourquoi la courbe? Alors maintenant, c'est aussi pourquoi la courbe, elle part toujours de 2001? La courbe de 2001? Mais parce que nous sommes élus, apparemment, pas depuis 2001. Donc c'est la référence. Oui, mais bon, alors si on prend en 2001, je prends quand même un exemple en 2001, l'assainissement n'était pas séparé par rapport au budget principal. C'est exact. Hein, il était donc compris. Donc là, si on veut, en début de courbe, c'est l'assainissement plus le budget principal, Oui. ou que maintenant, il n'y a plus d'assainissement avec. D'accord. On est d'accord là-dessus. D'accord, oui. Et la Comcom n'existait pas, donc la dette de la Comcom n'existait pas non plus. Oui. Hein, puisque c'est comme une transfert de compétences qui a été fait à la Comcom avec les dettes et les bénéfices éventuels, quoi. La dette de quoi? Non, il n'y a pas eu pour nous de transfert de compétences autres que les ordres ménagères, puisque la déchetterie était communale. Elle est passée donc à l'Interco, mais on nous retire, dans ce qui nous est reversé en termes de ce qu'on appelle autrefois la taxe provisionnelle, on nous retire le montant du fonctionnement de la déchetterie. Ok. Pourquoi c'est transféré, on ne gagne rien. Et est-ce que vous avez prévu d'augmenter le niveau des taxes cette année? Parce que je crois que l'année dernière, on a eu pas mal d'augmentation de taxes, quoi. Bah, pour l'instant, non, on n'en parle pas. On verra ça dans le budget. Pour l'instant, ça n'est pas envisagé. Bon, ce qu'il faut noter quand même, c'est que, avant même le bénéfice du retour des taxes, on est quand même passé en termes de résultats de 63 000 en 2014, ce qui est un chiffre mauvais parce qu'il est très faible.
On est passé à 246 000 en 2015, et en 2016, on est arrivé à 418 000. Donc on espère qu'on va poursuivre et améliorer en 2017, parce que ça, c'est de l'autofinancement disponible pour l'investissement. Mais en même temps, si on n'avait pas effectivement modifié les taxes, je pense que l'écart là ne se manifeste. Ce serait pas aussi grand, quoi. Bah, Non, mais parce que... c'est aussi une forme de transfert de charges. Non, mais parce qu'il n'y a pas que les taxes de la commune, parce que bon, on a eu l'abattement, la suppression de l'abattement, donc 10% de moins d'abattement. On a eu l'augmentation des taxes foncières habitation. À la Comcom, on a perdu aussi l'abattement, puisque ça a été supprimé au niveau de la Comcom. C'est quand même nos taxes à nous, de Spitalois. On est d'accord, simplement. Et en plus, il y a une augmentation de 10% de la taxe au niveau du département maintenant. Hein. Ce qui est dommage, c'est que le contribuable soit toujours en dernière ligne. Parce que effectivement, l'État a également réduit ses subventions aux régions et aux départements. Et si le département et la région veulent continuer à avoir les actions, mener les actions qu'ils mènent, c'est la part de fiscalité départementale qui va augmenter et ça touchera à on n'a jamais fait de gaieté de cœur. Si on avait pu maintenir notre niveau de fonctionnement comme il existait auparavant, on l'aurait fait très, très volontiers. Donc c'est bien pour éviter le croisement des courbes à un moment donné, parce que si les courbes se croisaient, ça veut dire qu'on met la clé sur la porte. Ça veut dire qu'après il faut choisir. Est-ce qu'on arrête de chauffer les écoles? Est-ce qu'on arrête de financer la solidarité? Est-ce qu'on arrête d'encourager les activités des gamins? Voilà, donc à un moment donné, par effet de baisse de la dotation, on est bien obligé de trouver des solutions pour améliorer les recettes. Fatima. Et tout à l'heure, M. Drachtet évoquait l'augmentation de la taxe foncière, de la taxe d'habitation. C'est pas le cas en 2016, ce sera effectif seulement en 2017. Oui, non, mais pour l'instant, c'est pas. Les 10% d'augmentation de taxes du département sera aussi que l'année prochaine. Hein. Voilà, mais ils sont votés, quoi. Hein. Et encore une fois, l'abattement fiscal, il a permis seulement un tout petit peu de compenser à la part de DGF. Donc là, ce qu'on a augmenté d'un côté, c'est uniquement pour compenser à la part de DGF. L'effet, il est à peine visible sur nos recettes. Donc en gros, le gros problème reste les pertes de dotation d'État. Oui, au niveau budget, quoi. Bien. Pas d'autres questions? Dans ce cas, je propose tout d'abord de prendre acte, et c'est ce qu'on faisait autrefois, il faut passer le groupe, et là, maintenant il faut voter. Auparavant, voter par ordinaire, simplement. Donc il faut en plus voter. Bon, alors, qui s'oppose à ces orientations budgétaires? Personne. Qui s'abstient? 3, 4 et 3. Voilà, l'ordre du jour est épuisé, je vous remercie et je lève la séance en vous souhaitant une bonne soirée.